Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Quand j'étais ado, j'ai eu une mobilette. Et comme j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai bricolée dans tous les sens. J'ai scié le piston, changé le pot d'échappement, changé l'admission. Bref, je passais plus de journées à bricoler cet engin de l'enfer qu'à rouler avec. À l'époque, chez mes parents, on n'avait pas encore de garage. Je réparais ma mob dans la cave, parfois jusqu'à minuit avant de sortir l'engin pour faire un tour de test. Une fois, j'ai laissé ma mobilette tourner pour voir si elle tenait le ralenti et je me suis assis dans l'herbe à côté. Et là, j'ai pris conscience d'un truc. Je me suis dit, il y a en ce moment des millions de moteurs qui tournent. Tous ces véhicules sur les routes, sur la mer, en l'air, en permanence. Je pense que depuis la révolution industrielle et la machine à vapeur, depuis quasiment 2 siècles, il y a toujours eu des dizaines, puis des milliers, puis des millions de moteurs en route. Peu importe l'heure ou la période de l'année. Comprenez que, en disant ça, j'étais sur le cul, vu que pour ma Brel, tenir 20 minutes sans problème relevait de la performance. Et que dire de toutes les usines, de tous les chauffages, de toutes les climatisations, les frigos, les chauffe-eau, les millions d'ampoules, d'écrans, de serveurs, de routeurs, tout ça en permanence. Pour faire tourner tous ces engins, la France métropolitaine consomme une quantité absolument énorme d'énergie fossile, charbon, pétrole et gaz naturel, d'uranium pour les centrales nucléaires, et aussi, représenté par une ligne sur le graphique tout en bas, des énergies renouvelables. Absolument toutes les énergies renouvelables, c'est-à-dire barrages, éoliens, panneaux solaires, bois parce que ça peut se replanter, mais aussi les déchets qui contiennent au moins 50% de matière organique. En effet, on brûle une partie de nos déchets pour faire de l'électricité et du chauffage. Tout ça, c'est des énergies dites primaires, c'est-à-dire l'énergie qu'on trouve dans notre environnement. Les sources d'énergie sont très variées. On a aussi bien de l'énergie cinétique, une chute d'eau, c'est une masse qui tombe d'une certaine hauteur, que de l'énergie potentielle chimique pour le pétrole ou nucléaire pour l'uranium. Pour pouvoir comparer tout ça, on a trouvé une unité commune, la tonne d'équivalent pétrole. Si on brûle complètement une tonne de pétrole, on va récupérer environ 42 gigajoules, soit 11 666 kWh. C'est la quantité d'énergie maximale que je peux récupérer d'une tonne de pétrole. Et on connaît l'énergie maximale théorique qu'on peut tirer d'une tonne d'uranium enrichi, de bois ou de gaz. La ligne représente l'énergie d'une tonne de pétrole. Et le pic, tout à droite, c'est l'uranium enrichi. C'est pourquoi, tout au long de cet épisode, on va comparer de l'énergie consommée, et pas une masse ou un volume de matière. Si la part nucléaire d'énergie primaire représente beaucoup, ça n'est en revanche qu'un peu plus de 10 000 tonnes d'uranium naturel consommé, comparé aux millions de tonnes de charbon par exemple. Bref, une tonne d'équivalent pétrole, comme je l'ai dit, ça représente environ 11 666 kWh. Un foyer moyen consomme environ 16 000 kWh par an, chauffage et eau chaude comprises, soit 1,3 tonnes d'équivalent pétrole par an d'énergie. À compter que je ne prends pas en compte les rendements de conversion, du pétrole en électricité par exemple, sinon ça serait un peu plus. On va voir ça juste après. À l'échelle d'un pays de 70 millions d'habitants, la consommation est énorme. On ne peut plus utiliser la tonne d'équivalent pétrole et on passe à la mégatonne d'équivalent pétrole. Une mégatonne est égale à 1 million de tonnes. Un mégatonne d'équivalent pétrole, c'est ce que consomment 769 000 foyers en un an. À peu près l'équivalent du département du Rhône. La France a consommé en 2017 260 mégatonnes d'équivalent pétrole, toute énergie confondue. Dans le monde, on consomme environ 12 000 mégatonnes d'équivalent pétrole. Si on regarde la répartition des énergies primaires dans le temps depuis 1990, on voit qu'elle n'a pas augmenté depuis grosso modo le début des années 2000. On voit aussi l'augmentation des énergies dites renouvelables, thermiques et des déchets, donc grosso modo on brûle du bois et des poubelles, ce qui compense une légère baisse de la consommation du pétrole. Mais attention, pour comprendre la consommation de la France, il ne faut surtout pas s'arrêter à ce graphique. Personne n'utilise de l'uranium enrichi pour faire tourner son aspirateur, sinon il ressemblerait plus à ce truc. Du coup, l'énergie primaire va être en partie transformée et transportée pour être consommée par les utilisateurs. Et c'est cette énergie transformée et transportée qu'on appelle l'énergie finale. Si on part des énergies primaires, on peut les répartir et tracer les différents flux. Voici tous les flux d'énergie primaire qui vont être convertis en électricité. On place aussi les flux énergétiques qui ne vont pas être convertis, mais qui sont dus à l'autoconsommation de la filière et au transport. Ce sont les pertes, si vous voulez. Il y a aussi des flux particuliers. Là, c'est l'énergie utilisée pour alimenter les bateaux et les avions qui partent à l'international. On en reparlera plus tard. Si vous avez vu le début de ma série sur les machines thermiques, vous savez que qui dit conversion d'énergie
dit rendement. Mouah. En échange de faire de l'électricité, nous devons sacrifier sur l'autel du dieu entropie à peu près 60% de l'énergie primaire. 60% qui part en chaleur dans les cheminées et les systèmes de refroidissement. Toutefois, on notera une petite partie qui part en réseau de chaleur pour le chauffage urbain. Donc, quand vous voyez les cheminées de refroidissement d'une centrale électrique, vous voyez plus d'énergie s'en échapper que d'énergie électrique produite par la centrale. Et non, c'est pas de l'incompétence ou c'est pas spécifique qu'au nucléaire. C'est le cas pour n'importe quelle centrale thermique. Au charbon, au gaz, au pétrole, au bois, etc. Et aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de cheminée qu'il n'y a pas de système de refroidissement. Revenons à notre graphique. On peut noter une partie de l'électricité qui part en export pour nos amis européens. Enfin, amis, c'est vendu aux enchères et personne ne se fait des cadeaux, hein, il faut pas déconner. Voici la quantité cumulée de toutes les énergies finales après conversion et transport. En France, on consomme directement de l'électricité, du gaz, du pétrole, un tout petit peu de charbon, mais aussi de la chaleur. Chaleur issue des centrales à cogénération ou nucléaire en rouge, et chaleur produite à partir de bois ou de déchets en vert. Cela représente 155 mégatonnes de pétrole. C'est réellement ça qui est consommé par les entreprises, les habitants et l'administration. 155 mégatonnes d'équivalent pétrole. Ça fait l'équivalent de presque 200 millions de mètres cubes, soit le volume en pétrole du lac de Chevril que contient le barrage de Tignes. Bon, tout ça c'est bien beau, mais qui consomme quoi dans cette affaire? Et quel est le secteur qui consomme le plus? Est-ce que c'est les avions? Est-ce que c'est les industriels? Les foyers? Le transport? Voici la consommation d'énergie finale de 1990 à 2017 en fonction des secteurs. Il y en a 4. Transport, résidentiel et tertiaire, industrie et agriculture. La partie grise ici, c'est des données qui n'ont pas été réparties, par manque d'infos. Pour mieux comprendre comment se répartissent les énergies finales en fonction des secteurs, on les place à droite du graphique. Il ne manque plus qu'à relier les flux d'énergie finale consommés par chacun d'entre eux. L'industrie consomme principalement du gaz, de l'électricité, du charbon et du pétrole. On ne compte pas le transport routier dans l'industrie, uniquement les usines. C'est pour ça que la part de pétrole est aussi faible. Ce secteur est en 3e position niveau consommation. L'industrie. Ça écoute les Pink Floyd dehors. Voilà, ça va. Je l'excuse de perturber mon tournage, même si le son est dégueulasse. Ce secteur est en 3e position niveau consommation. L'industrie consomme autant que le secteur résidentiel, soit 40,7 mégatonnes d'équivalent pétrole. La particularité par rapport au reste des secteurs, c'est que dans l'industrie, on n'utilise pas le pétrole qu'à des fins énergétiques. On fait aussi des routes avec le bitume, et on fait aussi du vapocraquage. Étant donné que je suis aussi calé en chimie que le chat, je vais juste dire que les vapocraqueurs produisent la matière première pour les plastiques, solvants, médicaments, cosmétiques, etc., le tout à partir du pétrole. Notez que j'ai esquivé la blague sur la drogue pour la remplacer par cette blague. C'est plus subtil, je trouve. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça consomme 14,2 mégatonnes d'équivalent pétrole, dont 12,7 uniquement pour le vapomachin. Je pensais pas que le plastoc bouffait autant de pétrole. La partie énergétique de la consommation industrielle est pas si énorme que ça. 26,5 mégatonnes d'équivalent pétrole. Cela peut s'expliquer par deux facteurs. Déjà, en France, depuis la moitié du XXe siècle, le secteur industriel est en déclin. Et l'autre raison qui joue moins, mais un petit peu quand même, c'est le fait que l'intensité énergétique de l'industrie diminue. Oui, c'est juste un moyen savant pour dire qu'on a optimisé les moyens de production, ce qui fait qu'on produit plus avec moins d'énergie. On continue notre exploration des méandres de la consommation énergétique avec une grosse trace de frein. Je vous présente le plus gros poste de consommation d'énergie du pays, le transport. Avec 45,4 mégatonnes d'équivalent pétrole, composé à une écrasante majorité d'énergie fossile, saupoudrée d'un poil de biocarburant et un chouïa d'électricité. Pour ce secteur, je suis allé jusqu'à décomposer par type de transport, pour bien identifier qui consomme quoi. En vert, c'est le ferroviaire, en rouge, c'est tous les transports dont la consommation n'est pas significative à cette échelle, comme les bateaux de plaisance ou les téléphériques par exemple. En orange, c'est les vols internes dans le pays. Et tout le reste, c'est-à-dire 94,8% du secteur, c'est la route. Voiture et camions. Petit détail qui a son importance, les vols internationaux ne sont pas comptabilisés. Si on les ajoute, c'est-à-dire qu'on compte les avions qui font le plein en France, c'est 6,4 mégatonnes d'équivalent pétrole en plus. Bon, on va pas se mentir, c'est la bagnole et le camion qui sont largement devant, suivi de l'avion et du train. Attention, je ne compare pas ici la quantité consommée par passager transporté.
mais uniquement la quantité consommée au total sur l'ensemble du pays. Évidemment que l'avion consomme plus que la voiture par passager transporté. La route consomme à elle seule 42 mégatonnes d'équivalent pétrole. Un énorme moteur routier qui consomme en moyenne, sans jamais s'arrêter, 1660 litres de pétrole par seconde. Passons au secteur résidentiel, c'est ce que nous consommons dans nos foyers. Et nous consommons varié. De l'électricité, du gaz, du bois, du pétrole, des réseaux de chaleur et un tout petit peu de charbon. Je vais pas trop détailler parce que j'ai déjà fait un épisode sur la dépense énergétique des foyers. En résumé, c'est tout ce qui concerne la chaleur qui consomme le plus. Chauffage bien sûr, mais aussi eau chaude, réfrigérateur, clim. On voit que la consommation reste relativement stable depuis les années 2000, un petit peu plus de 40 mégatonnes d'équivalent pétrole. Les détails importants, c'est la baisse du pétrole pour chauffer les logements et l'augmentation de l'électricité qui est due à l'installation de plus en plus de pompes à chaleur. Le tertiaire, c'est le secteur des services, commerce, banque, etc. Ici, on se chauffe principalement à la pompe à chaleur, d'où une part d'énergie électrique largement majoritaire. Vient ensuite le gaz et le pétrole. On note aussi que la consommation globale du secteur a augmenté depuis les années 2000, même si aujourd'hui elle se stabilise. Et pour finir, l'agriculture et la pêche consomment très peu relativement au reste des autres secteurs. 4,1 mégatonnes d'équivalent pétrole, avec une très forte part de pétrole. Bon, tout ça c'est bien beau, mais posons-nous une question. Est-ce qu'on est dans la merde? Vous savez, depuis des millénaires, des philosophes bossent sur cette question et on n'a toujours pas de réponse claire. Même si je suppose que beaucoup d'entre vous ont répondu spontanément oui devant leur écran. Et le truc, c'est que si on se réfère au rapport du GIEC, on peut pas vraiment vous donner tort. Le souci, c'est que analyser le bilan énergétique d'un seul pays ne suffit pas à déterminer tous les bons moyens d'action à suivre pour sauver les meubles en période de réchauffement climatique. Parce que bon, déjà, il n'y a pas que la France sur Terre, on n'est pas seul, et que même si on regarde ce qu'on peut faire à l'échelle du pays, il ne faut pas oublier qu'on importe des choses qui sont fabriquées avec l'énergie des autres. Sans compter qu'il y a d'autres causes au réchauffement climatique qui ne sont pas forcément liées à la dépense énergétique. Selon le bilan énergétique de la France, la dépense des énergies fossiles est la cause de 90% des émissions de CO2 et 70% des émissions de gaz à effet de serre. Voici le bilan des émissions de CO2 par secteur depuis 1990. On voit une baisse globale depuis 2005. En 2017, on était entre 300 et 350 millions de tonnes d'émissions de CO2 sur la métropole. Sans trop de surprise, le secteur le plus polluant reste le transport, suivi du résidentiel et tertiaire, la production d'énergie comme l'électricité ou le chauffage urbain, et enfin l'industrie. A noter que si on n'avait pas les centrales nucléaires et les barrages, les émissions de CO2 de la production énergétique seraient plus élevées à consommation équivalente. Et ce, même avec les énergies renouvelables intermittentes comme l'éolien et le solaire. Parce qu'on ne sait pas compenser les trous de production sans utiliser des centrales au gaz ou au charbon. Et les barrages ne sont pas suffisants. Voici les émissions de CO2 par type d'énergie. Là aussi, pas de surprise sur le pétrole, qui reste la principale source loin devant les autres. Il faut noter quand même la part non négligeable du charbon, malgré le fait qu'il soit très peu utilisé. Imaginez dans des pays comme la Chine, où l'électricité est produite avec beaucoup de centrales au charbon, à tel point que rouler avec un SUV électrique en Chine émet autant de CO2 que si vous roulez avec une petite voiture thermique. Donc, globalement, pour faire baisser les émissions de CO2, il faut faire baisser la consommation de pétrole, de gaz et de charbon. Pour le pétrole, c'est en premier le routier, en second l'avion et en troisième l'industrie pétrochimique. Mais bon, pour cette dernière, il faut aussi voir le recyclage des matières et les avantages, donc c'est un cas particulier à traiter comme tel. Pour le gaz, c'est au niveau du chauffage et de l'industrie que ça se joue. Et pour le charbon, on peut commencer par fermer les 3 centrales électriques au charbon restantes. Un autre truc qu'on peut regarder, c'est la part de consommation directe des ménages. Selon l'INSEE, un ménage, c'est l'ensemble des occupants d'un même logement. Une coloc, c'est un ménage, une personne seule dans sa maison, c'est un ménage, une famille dans un appart, c'est aussi un ménage. La part des ménages dans la consommation d'énergie finale est de 67 mégatonnes d'équivalent pétrole. Sur ces 67, c'est 43 mégatonnes d'équivalent pétrole d'énergie fossile de consommer, sans compter le bois. Ça veut dire que la part de la consommation individuelle directe, c'est-à-dire ce qu'on consomme directement comme énergie, pas par exemple j'achète un truc et donc c'est de l'énergie indirectement composée puisqu'il a fallu de l'énergie pour construire ce truc. Donc la part de la consommation individuelle directe, surtout le pétrole et le gaz, est assez importante et c'est principalement au niveau du transport que ça se joue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas juste se contenter de dire qu'il faut décarboner l'électricité ou mettre des camions sur les trains. Bien sûr qu'il faut le faire, mais on ne peut pas négliger la part de la consommation individuelle. Alors bien sûr, ça ouvre d'autres débats que je ne vais pas dérouler ici, notamment celui de la responsabilité individuelle pour pouvoir agir au niveau du climat. Et là-dessus, je vous conseille un petit rapport que j'ai mis en description et qui est assez
éclairant. Du coup, la question c'est que va-t-on faire? Que faut-il faire? Et bien pour vous donner une idée de ce qu'il faut faire, la France est engagée pendant la COP21 à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et de 75% d'ici 2050. Cela impliquerait, par exemple, de diviser par 2 la consommation énergétique d'ici 2050. Et ça, c'est les accords que le pays a bien voulu signer, qui poursuit l'objectif des 2 degrés de réchauffement max en 2100. Parce que certains pays qui sont les plus impactés ou qui vont être les plus impactés par les effets du réchauffement veulent du 1,5 degré, voire moins. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner une idée de la montagne de taf qu'il y a à faire, et si possible d'avoir une vision globale de la consommation, ce qui est un point de départ à mon sens pertinent pour décider des priorités. Pas la seule chose à savoir, mais je pense que c'est une chose importante à savoir. Je vous laisse donc mesurer l'ampleur du boulot qu'on a à faire dans un laps de temps qui se réduit drastiquement. À une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. J'espère que ce petit aperçu de la consommation de l'énorme Machine France vous a aidé à y voir plus clair. Les chiffres et graphiques sont tirés du rapport Bilan énergétique de la France 2017. Les sources sont dans la description, ainsi que des précisions sur le gros graphique. Ce gros graphique est d'ailleurs disponible en format Illustrator sur mon dépôt Framagit, ainsi qu'une image haute résolution si vous voulez le récupérer comme support ou pour l'améliorer. Si vous voulez me soutenir dans mon travail, vous pouvez le faire via Tipeee et Utip. Merci à ceux qui ont fait des dons, c'est vraiment utile pour faire avancer la chaîne. Et pour fêter les 100 000 abonnés, il y aura bientôt un live sur la chaîne. Je suis en train de finir les overlays et à comprendre le fonctionnement de Streamlab. Je programmerai ça sur la chaîne et le replay sera bien entendu aussi disponible. Allez, salut!